Bonjour et bienvenue à toi cher hypnonaute. Merci pour l'intérêt que tu portes aux histoires hypnotiques. Pour soutenir la chaîne, je t'invite à mettre un pouce et me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire. Et je te répondrai. Maintenant, je t'invite à faire quelques cycles de respiration. À inspirer pleinement et expirer en vidant complètement tes poumons. Et tu peux visualiser en face de toi un tableau blanc. Et tu vas prendre un feutre et écrire le numéro 5. Prends le temps et regarde-le bien. Et puis, tu vas prendre un chiffon que tu vois non loin pour l'effacer. Et tu vas maintenant pouvoir écrire le chiffre 4. Le regarder. Et puis enfin l'effacer. Et plus les chiffres vont descendre, plus tu sentiras la détente s'emparer de toi. Tu vas écrire le chiffre 3 et l'effacer. Et tu es bien là où tu es, en parfaite sécurité. Le 2. Ton inspiration permet d'accueillir un mieux-être, alors que ton expiration exulte ce dont tu n'as plus besoin. Le 1. Tu es en paix, paré pour une nouvelle histoire qui t'aidera à t'endormir. Dans une campagne verdoyante du centre de la France, une petite ville tranquille subsistait sous le ciel changeant des saisons, comme un secret bien gardé. Blottie entre des collines douces et des champs de blé qui ondulaient sous le vent, elle semblait ne jamais avoir été touchée par l'agitation du monde extérieur. Avec ses ruelles pavées, serpentant entre des maisons aux toits de tuiles rougeâtres, elle offrait une image intemporelle, presque figée dans un tableau. Les murs, patinés par les années, portaient les marques des récits anciens. Des volets qui grinçaient sous la brise, des jardins sauvages débordant de roses trémières et des chemins creux où l'on devinait encore les empreintes des générations passées. Ces quelques 2000 habitants vivaient au rythme d'un quotidien paisible. La place centrale, avec sa fontaine où l'eau chantait doucement, était le cœur battant de la ville. Les bancs en fer forgé, souvent occupés par des anciens partageant leurs souvenirs ou des passants feuilletant un journal, formaient un théâtre de la vie locale. Ici, les discussions se mêlaient au rire cristallin des enfants qui couraient après un ballon, leur voix s'élevant comme une mélodie familière. Les commerces, bien qu'en petit nombre, suffisaient amplement aux besoins de tous. La boulangerie, nichée au coin d'une rue, répandait chaque matin des effluves irrésistibles de pain chaud
et de viennoiseries dorées. La pharmacie, avec sa devanture vert émeraude, était un lieu où l'on venait autant pour acheter des remèdes que pour échanger quelques mots avec la pharmacienne, toujours prête à offrir un conseil ou un sourire. Quant au supermarché, il était le carrefour où chacun finissait par se croiser, que ce soit pour faire ses courses ou pour prendre des nouvelles des voisins. Le week-end, les bois environnants s'animaient de jeunes explorateurs. On y construisait des cabanes avec des branches d'arbres et de vieux draps. Les plus audacieux partaient à la recherche de trésors imaginaires enfouis sous les racines des grands chênes, tandis que d'autres s'inventaient des batailles épiques où des héros de fortune triomphaient contre des ennemis invisibles. C'était dans ce cocon que Victor avait grandi. À 16 ans, il était l'un de ces adolescents pris entre deux âges, oscillant entre le monde de l'enfance qu'il laissait derrière lui et celui des adultes qu'il observait de loin. Grand pour son âge, mais encore légèrement maladroit dans sa démarche, il possédait une allure qui trahissait sa transition vers une stature plus assurée. Ses cheveux châtains, toujours un peu en bataille, encadraient un visage où brillait un regard vif et rêveur. Ses yeux, d'un marron profond, semblaient capter le moindre détail des environs. Victor était un garçon discret, souvent perdu dans ses pensées. Il aimait les moments de solitude où il pouvait s'évader à travers ses dessins, des esquisses où se mêlaient paysages fantastiques et créatures imaginaires. Il trouvait son inspiration dans la nature qui l'entourait, observant les nuages défiler lentement au-dessus des champs, ou les étoiles s'allumer dans le ciel nocturne. Il avait le don de voir la magie dans les choses simples. Un rayon de soleil traversant les feuilles, ou une libellule posée sur l'eau calme d'un ruisseau. Chaque été, il quittait brièvement ce petit paradis pour partir en vacances avec ses parents, découvrant de nouveaux horizons. Mais le reste de l'année, la ville et ses bois formaient tout son univers. C'était un jeune homme à la fois rêveur et pragmatique, capable de passer des heures plongé dans des récits de légendes anciennes ou des histoires de science-fiction. Il aimait se perdre dans ces mondes imaginaires. Pour Victor, la vie dans cette petite ville n'était pas monotone, mais empreinte d'une richesse subtile, faite de détails que seuls les observateurs attentifs pouvaient remarquer. Ce matin-là, comme à son habitude, Victor descendit les marches en bois légèrement grinçantes qui menaient à la cuisine. L'odeur familière du café fraîchement passé flottait dans l'air, se mêlant à celle du pain grillé qui croustillait doucement dans le grille-pain. En entrant, il trouva son père déjà installé à table, plongé dans la lecture du journal du jour. Ses lunettes glissaient légèrement sur la pointe de son nez et il fronçait les sourcils d'un air concentré, tout en hochant la tête de temps à autre, comme pour marquer son approbation ou son désaccord avec ce qu'il lisait. Sa mère était également assise, une tasse de thé fumante devant elle et un couteau beurrant méthodiquement une tranche de pain. Ses gestes étaient lents, presque mécaniques, mais il y avait dans son attitude une douceur apaisante, comme si ces moments matinaux faisaient partie d'un rituel sacré qu'elle chérissait. Victor tira sa chaise pour s'asseoir à côté de sa mère. Le grincement du bois contre le carrelage annonça sa présence. Mais avant qu'il ne puisse échanger un mot, un bruit effréné retentit dans la maison. Sa sœur Chloé dévalait les escaliers,
ses pas résonnant comme une cavalcade dans le calme de la matinée. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil, mais ses yeux pétillaient déjà d'énergie. À seulement 14 ans, Chloé débordait de vitalité. Elle était petite pour son âge, près de 40 cm les séparaient, ce qui lui valait parfois des moqueries amicales de la part de Victor. Mais elle compensait largement par son enthousiasme débordant. En quelques secondes, elle s'était déjà installée à table, prenant soin de remplir son bol de chocolat chaud. Victor adorait ses petits déjeuners du dimanche en famille. Contrairement aux autres jours, où l'école ou le travail dictaient leurs horaires, le dimanche était un moment suspendu, une pause dans le tourbillon de la semaine. Ces instants avaient une saveur particulière. On y discutait librement. On échangeait sur des sujets variés, parfois anodins, parfois profonds. Et surtout, on riait beaucoup. Son père, passionné d'histoire, aimait partager les anecdotes qu'il découvrait dans les colonnes du journal. Ce matin-là, il racontait l'histoire d'un trésor caché découvert dans une vieille abbaye, les yeux brillants de cette excitation qui le caractérisait lorsqu'il abordait un sujet qui le fascinait. Victor écoutait attentivement, hochant la tête et posant des questions. Il voyait dans ces moments une complicité unique entre eux, une passion commune qui les rapprochait. Son père travaillait comme conservateur au musée d'une ville située à quelques kilomètres, un poste qu'il adorait malgré les longs trajets. Partir tôt et rentrer tard ne lui laissait guère le temps de profiter de sa famille en semaine, ce qui rendait ses dimanches matins d'autant plus précieux. En attendant qu'il rentre, sa mère s'affairait en cuisine, préparant déjà le dîner. Pharmacienne de la ville, elle avait pris la décision de fermer sa boutique plus tôt certains après-midi afin de passer davantage de temps à la maison. Elle avait conscience que ses enfants, en grandissant, cherchaient de plus en plus à s'émanciper de la présence parentale. Mais elle restait là, discrète et disponible, pour le cas où l'un d'eux aurait besoin de son attention. Un bruit soudain tira Victor de ses pensées. Chloé venait de renverser son bol de chocolat chaud, éclaboussant la nappe blanche immaculée et une partie de son pull. Un instant de silence s'installa avant que Chloé ne laisse échapper un « oups » désarmant, suivi d'un éclat de rire nerveux. Victor, qui aurait habituellement soupiré devant la maladresse chronique de sa sœur, se surprit à sourire. Il attrapa un torchon et se leva pour l'aider à nettoyer. Après tout, ce genre d'incident faisait partie du charme de leur matinée en famille, un désordre joyeux qui les liait encore plus. À la fin du petit déjeuner, alors que la table se vidait lentement, sa mère lui tendit un petit billet froissé accompagné d'un sourire. Elle lui demanda d'aller faire quelques courses pour elle. Il acquiesça sans protester, attrapa son sac en bandoulière posé près de la porte et sortit. La fraîcheur du matin s'atténuait sous les premiers rayons du soleil prometteur. Son sac claquait doucement contre sa hanche à chaque pas. Un léger tintement de pièces dans sa poche venant rythmer sa marche. En passant devant la terrasse du café, il ralentit instinctivement. L'endroit avait un charme désuet. Des chaises en fer forgé, des tables couvertes de nappes à carreaux rouges et blancs, et une ambiance tranquille qui semblait suspendre le temps. Ce matin-là, deux hommes âgés étaient installés à une table, leur café fumant entre les mains. Le ton de leur conversation, bien que discret, attira son attention.
Les mots flottaient dans l'air comme un murmure énigmatique. Cercle magique. Tous les 10 ans. Changer le destin. Victor ralentit davantage, feignant d'ajuster la sangle de son sac. Sa curiosité, toujours vive, était piquée. C'est une vieille légende, disait l'un des hommes, une voix grave et légèrement rauque. Un cercle là-bas, dans les champs à l'ouest. Mais il n'apparaît qu'à ceux qui y croient vraiment. Le deuxième homme, plus sceptique, haussa un sourire en ricanant légèrement. « Et toi, tu y crois ?» demanda-t-il, un éclat d'amusement dans la voix. Victor faillit sourire face à l'ironie de la question, mais quelque chose le retint. Il n'était pas étranger à ce genre d'histoire. Depuis qu'il était enfant, il adorait les récits fantastiques. Il les dessinait, les inventait, les lisait avec passion. Mais une légende locale, voilà qui réveillait une excitation différente. Un cercle magique dans les champs à l'ouest. Il connaissait ces champs, des hectares de prairies paisibles bordées de haies, où il avait passé des après-midi entiers à explorer, ramasser des pierres ou courir après des papillons. Pourtant, jamais il n'avait entendu parler de cette histoire. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, il fit un pas vers eux et timidement lança. « Excusez-moi, cette histoire de cercle magique, vous pourriez m'en dire plus ?» Les deux hommes se tournèrent vers lui, surpris. Celui qui semblait le plus érudit dans l'affaire, le même qui avait évoqué la légende, plissa légèrement les yeux avant de répondre. On raconte que tous les 10 ans, le 3 juillet, jour de la Saint-Thomas, un cercle apparaît dans les champs du Père Mathieu. Mais pas n'importe quel cercle, un cercle magique. Il se dit que celui qui y pénètre avec une confiance sincère, une foi entière, verra tous ses vœux exaucés. Mais ça n'arrive que les années qui se terminent avec un 5. Victor ouvrit la bouche, mais le vieil homme leva un doigt comme pour souligner la conclusion de son récit. « Mais tu sais, mon grand, j'ai grandi ici et jamais personne n'a vu ce fameux cercle. » Victor serra la sangle de son sac. « Peut-être que personne n'a essayé assez fort, murmura-t-il presque pour lui-même. » Il les remercia d'un hochement de tête et poursuivit son chemin vers l'épicerie. Les pièces tintaient toujours dans sa poche, mais il n'y prêtait plus attention. Ses pensées tourbillonnaient. De retour chez lui, il déposa les courses sur le comptoir de la cuisine, adressant à peine un mot à sa mère qui le remercia distraitement. Il monta directement dans sa chambre et s'étendit sur son lit, les bras croisés derrière sa tête. Les yeux fixés sur le plafond, il laissa ses pensées vagabonder. Le monde était rempli de légendes. Le Yéti, le monstre du Loch Ness, l'arche de Noé, toutes ces histoires, souvent reléguées à la catégorie des mythes, avaient quelque chose en commun. Elles étaient trop extraordinaires pour n'être que des inventions. Victor en était convaincu. Elles devaient forcément se baser sur des faits réels. Et si ce cercle magique existait vraiment? Et si, cette fois, il était celui qui le trouverait? Si ce que l'homme avait dit était vrai, Victor avait raté sa chance. Le cercle avait dû apparaître la veille, le 3 juillet, et il lui faudrait désormais attendre 10 longues années avant qu'il ne se manifeste à nouveau. Cette idée le hantait, comme une opportunité échappée au dernier moment, une porte entr'ouverte qui s'était refermée juste devant lui. Pourtant, il ne pouvait pas abandonner. L'histoire du cercle le fascinait. Et dès le lendemain, il se rendit à la bibliothèque municipale,
un lieu calme et poussiéreux où il n'avait pas mis les pieds depuis des années. Il passa des heures à fouiller le rayon d'histoire locale, espérant y dénicher un indice, une mention, une piste. Mais les livres, bien qu'abondants en récits sur la fondation de la ville et ses figures marquantes, ne faisaient aucune allusion au mystérieux cercle. La bibliothécaire, une femme aux cheveux gris noués en chignon et aux lunettes posées en équilibre sur son nez, n'avait pu le renseigner sur la légende. Déçu, mais pas découragé, il chercha ailleurs. Internet, d'ordinaire une mine d'or pour ce genre de recherche, se révéla étonnamment stérile. Pas un article, pas un blog. Pas même un obscur forum n'évoquait un cercle magique dans les environs. Cette absence d'information rendait l'histoire encore plus intrigante. Victor décida alors de retourner voir le vieil homme qui lui avait parlé du cercle. Il le trouva à sa place habituelle, sur la terrasse du café, cette fois seul avec un journal. L'homme releva les yeux en voyant approcher le garçon, une lueur amusée dans son regard. Lorsque Victor lui demanda de compléter son premier récit, le vieil homme haussa les épaules. « Ce que je t'ai dit, c'est tout ce que je sais. C'est une vieille histoire que mon grand-père me racontait quand j'étais enfant. Mais je te souhaite bonne chance. Des légendes comme celle-là, elles dépendent de ceux qui y croient. » Les semaines passèrent et Victor continua ses recherches. Chaque jour, il retournait à la bibliothèque ou parcourait les champs autour du village, s'aventurant même parfois jusqu'aux terres du père Mathieu, là où, selon la légende, le cercle devait apparaître. Peut-être y avait-il laissé une trace. Le mystère du cercle s'infiltrait dans toutes ses pensées. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que le manque d'informations renforcerait sa foi. Plus il cherchait sans rien trouver, plus il était convaincu que l'histoire était vraie. Après tout, les plus grands secrets n'étaient-ils pas toujours soigneusement cachés ? Quand l'été toucha à sa fin, Victor n'était plus tout à fait le même. Il était devenu un fervent croyant. L'idée du cercle magique s'était enracinée en lui comme une évidence. Alors qu'il observait le ciel étoilé par une nuit chaude de la fin août, allongé dans l'herbe haute d'un champ, il se fit une promesse. Si le cercle devait réapparaître un jour, il serait prêt. Et il continuerait à chercher, à croire et à explorer. Parce qu'au fond de lui, il savait que certaines choses ne peuvent être trouvées que par ceux qui refusent d'abandonner. La rentrée des classes arriva rapidement, mais cette année n'avait rien de commun avec les précédentes pour Victor. Son esprit était ailleurs, perdu dans l'attente impatiente de ce cercle magique qui, dans 10 ans, exaucerait tous ses vœux. Pourquoi s'embêter à réussir des interrogations ou à apprendre des choses qui, selon lui, deviendraient inutiles ? Il croyait dur comme fer que le cercle lui offrirait tout ce qu'il désirait sans effort. Son désintérêt pour l'école se traduisit bientôt dans ses résultats. Ses notes chutèrent de trimestre en trimestre, et les remarques des enseignants et les conversations inquiètes de ses parents glissèrent sur lui comme la pluie sur une vitre. Victor était persuadé d'une chose. Dans 10 ans, tout serait différent. À quoi bon se soucier du présent ? Au fil des mois, il se déconnecta encore davantage. Quand l'année scolaire prit fin, il décida qu'il ne retournera pas en classe. Son père, las de le voir errer sans but, lui trouva un petit travail au musée local l'année de ses 17 ans. C'était un poste modeste, ranger des collections, nettoyer des vitrines et parfois guider les rares visiteurs.
mais Victor s'en moquait. Il n'y voyait qu'un moyen de passer le temps en attendant l'arrivée de ce qui, selon lui, changerait sa vie. Pourtant, il avait un rêve, bien enfoui sous sa paresse apparente. Depuis qu'il était enfant, il rêvait de travailler dans l'aéronautique. Il s'imaginait dessiner des maquettes d'avions, concevoir des machines qui défieraient le ciel. Mais les études nécessaires pour y parvenir lui semblaient hors de portée. Les mathématiques, la physique, l'ingénierie, tout cela était exigeant et il n'avait pas la discipline pour s'y consacrer. Pourquoi le ferait-il d'ailleurs ? Le cercle s'en chargerait. Il avait déjà prévu de le demander. Les années s'écoulèrent, chaque jour ressemblant au précédent. Chloé, la sœur de Victor, avait terminé ses études et occupait maintenant le poste de ses rêves. Et Victor, lui, il était resté dans la ville de son enfance, se contentant de son travail au musée et guettant le passage du temps. L'anticipation grandissait en lui à mesure que le jour fatidique approchait. Enfin, le 3 juillet arriva. Victor avait maintenant 26 ans. Ce soir-là, empli d'une étrange excitation mêlée d'anxiété, il se rendit dans les champs du père Mathieu, là où le cercle devait apparaître. Il avait planifié ce moment pendant une décennie entière. Il s'assit au milieu des herbes hautes, le regard tourné vers le ciel étoilé, et attendit. Minuit passa. 1 heure. 2 heures. Le temps s'étirait, lentement, et le silence de la nuit enveloppait tout. Victor restait immobile, les yeux scrutant l'obscurité, cherchant la moindre lueur, le moindre signe. 3 heures. 4 heures. À l'aube, alors que le ciel s'illuminait d'une teinte rosée, les premiers bruits de la ferme brisèrent le calme. Le père Mathieu, un homme au visage buriné par les années passées à travailler la terre, sortit de sa maison pour emmener ses vaches en pâture. Il aperçut Victor, assis dans l'herbe, les épaules voûtées et l'air perdu. Il s'approcha lentement et posa une main rugueuse sur l'épaule du jeune homme. « Alors, gamin, t'as trouvé ce que tu cherchais ?» Victor leva des yeux fatigués vers lui, mais ne répondit rien. Le cercle n'était jamais apparu. Le fermier, qui n'avait jamais cru à ces histoires, observa le garçon avec une compassion teintée de sévérité. « Penses-tu vraiment qu'un cercle puisse t'apporter la vie que tu désires ? Je ne connais rien à la magie, mais je sais une chose. Personne ne vivra ta vie à ta place. Personne ne te donnera ce que tu ne cherches pas à obtenir par toi-même. » Pendant 10 ans, Victor avait attendu qu'un cercle imaginaire le délivre de ses responsabilités, qu'il lui offre une vie qu'il n'avait pas eu le courage de construire. Il baissa la tête, les joues rouges de honte. Il se releva lentement, chancelant sous le poids de la réalisation qui s'imposait à lui. Il avait gâché une décennie, croyant qu'il suffisait d'attendre pour obtenir ce qu'il voulait. Mais maintenant, il comprenait. Ce n'était pas le cercle qui changerait son destin, mais lui. Alors que le soleil se levait sur les champs, Victor prit une décision. Il rentrerait chez lui, mais cette fois, il travaillerait, il apprendrait et construirait sa propre vie. Et si la magie existe, elle pourra alors lui apporter du soutien, des opportunités et de la chance pour que ses projets réussissent. Et peut-être qu'un jour, il remercierait le cercle de ne jamais être apparu.